Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, je vous présente ma revue du DJI FPV. C'est ce petit quadrille rotor destiné au vol en immersion, au vol FPV comme First Person View, activité qui est apparue dans le monde de l'aéromodélisme il y a pas mal d'années de ça. Alors le FPV, on pense tout de suite à ces petits raceurs de course, mais en réalité c'est un peu plus large que ça. On peut faire du FPV avec un motoplaneur, avec une aile volante, avec toutes sortes d'appareils. Donc il y a pas mal de déclinaisons derrière le FPV. En tout cas, cet appareil, il s'appelle tout simplement FPV. Et puis, ça permettra également de faire des prises de vue assez dynamiques, assez rapides. Et tant qu'à faire, un petit peu de voltige, puisqu'on peut le passer en mode accro. Alors, quelle est la promesse de DJI sur ce produit? C'est justement de donner accès à cette activité qui est plutôt assez difficile. D'habitude, il faut être en capacité de faire éventuellement un peu de soudure, de régler des paramètres PID via un logiciel de configuration. Il faut être aussi en capacité de gérer des batteries, de les équilibrer. Donc c'est une discipline qui demande du temps et des compétences, et qui peut rebuter pas mal de monde. Et là justement, la promesse de DJI, c'est que tout un chacun sera en mesure de faire des plans assez sensationnels. Alors d'entrée de jeu, je vous dis, ce ne sera pas non plus accessible à tout le monde puisque ça va demander une pratique du pilotage et beaucoup d'entraînement avant d'arriver à faire ce qu'on peut voir sur les clips promotionnels de ce produit. Donc c'est pas demain qu'on pourra dévaler une cascade à la verticale tout en faisant des tonneaux. Ça demande beaucoup d'entraînement. Donc la principale force de ce produit, c'est l'intégration, c'est-à-dire que c'est un produit clé en main. On a tout qui est inclus dans le package et tout qui devrait bien fonctionner ensemble. Donc le masque, les lunettes pour restituer l'image de manière immersive, la radiocommande et puis l'appareil et une batterie. Donc bien entendu pour voler décemment, sachant que là les batteries ont une durée de vol assez limitée. Il faudra acheter au moins 2 autres batteries. Donc là, je vous suggère d'acheter le Flymore Combo avec 2 batteries et puis un chargeur qui va permettre de charger les 3 batteries l'une après l'autre sans s'en préoccuper. Ce type de produit, il va amener 2 choses. D'une part, c'est le vol immersif, le vol FPV, qui pourra être plus ou moins contemplatif, plus ou moins sportif. Et l'autre chose que peut amener ce type de produit, pour des gens qui font de la vidéo, de la prise de vue aérienne, c'est des plans très dynamiques, beaucoup plus rapides que ce qu'on peut faire avec des appareils plus traditionnels. Donc des plans très dynamiques avec des prises d'angle ou des figures de voltige qu'on ne peut pas non plus faire avec des Mini ou des Mavic. Pour utiliser ce type de machine, ça n'est pas sans contrainte. Il y en a, je pense, un peu plus que sur des drones de prise de vue classiques. Tout d'abord, il faut trouver un spot, parce que si on fait du contemplatif au-dessus des champs de colza, on va vite se lasser. Donc ça implique d'avoir des spots à disposition assez sympas pour en profiter pleinement. Ensuite, un bon spot, donc c'est un endroit qui n'est pas fréquenté parce que ça reste des engins rapide et donc dangereux. Si on regarde l'énergie cinétique de cette machine qui est proportionnelle à la vitesse au carré, c'est plus de 18 fois supérieure à celle d'un Mini 2. Donc ça, savoir en tête, c'est une machine qui peut amener une certaine dangerosité, donc c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains. Et puis il ne faut pas voler n'importe où. L'autre contrainte, c'est aussi le bruit, ça va beaucoup plus déranger l'entourage. On entend un petit hurlement assez loin, à plusieurs centaines de mètres, c'est tout à fait perceptible. Et puis enfin, ça demande pour en profiter pleinement un certain niveau de pilotage. Je vais développer un peu. Sur le DJI FPV, il y a 3 modes, on pourrait presque dire 4 modes de pilotage. Il y a un mode complètement assisté qui permet à un pilote qui est déjà familiarisé avec un Mini ou un Mavic Air 2 ou Mavic 2 Pro d'être tout de suite à l'aise avec. Ceci dit, ce mode il apporte rien du tout puisque l'appareil il est vraiment très tranquille, très pépère, et donc les prises de vue n'apporteront strictement rien par rapport à un drone classique.
Ensuite, il y a le mode sport qui va libérer un petit peu plus la vitesse et désactiver les anti-collisions au passage. Et donc celui-là, il va permettre déjà de faire des premiers plans assez dynamiques, des race mode près du sol intéressants. Ceci dit, je trouve que c'est pas une marche vraiment nette par rapport à un Mavic 2 Pro qu'on mettrait en mode sport et dans le mode FPV. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus une marche significative en termes de gain. Donc vraiment pour tirer tout le potentiel de cette machine, il faudrait être en mesure de maîtriser le mode manuel, et je dirais même le mode manuel où on a désactivé les limites d'angle pour faire de la voltige ou des acrobaties. Alors maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette machine va être capable de remplacer mon Mavic Air 2 ou mon Mini 2? Pas du tout, pour plusieurs raisons. Ça ne peut pas faire le boulot d'un drone de prise de vue traditionnel. Déjà, l'autonomie est très limitée, le temps passe très vite. Donc on a vite vidé la batterie avant de faire tout ce qu'on veut faire. Ensuite, c'est une caméra grand angle, donc ça nous fait des plans presque fisheye. Et les focales sont bien plus longues sur les drones classiques. La caméra, en plus d'être très grand angle, n'est pas stabilisée mécaniquement, donc il y a une stabilisation numérique qui est loin d'être au niveau de ce que apportait une stabilisation mécanique sur 3 axes. Au passage, pour la partie photo, on a juste une fonction photo qui est anecdotique, on ne peut rien régler, donc c'est pas non plus adapté à la photo du tout. Et puis enfin, en termes d'usage, en termes très pratique et ergonomique, autant le DJI FPV il est bien pratique pour faire du vol immersif, mais il n'est pas du tout pratique pour faire autre chose. Les réglages caméra, il faut naviguer dans les menus, c'est pas du tout pratique par rapport à utiliser une application pour changer les réglages sur son smartphone. En plus, il faut être assisté pour voler en FPV. Donc on ne peut pas opérer simplement tout seul. C'est de mon point de vue pas un appareil qui peut tout faire et remplacer les autres. Il est vraiment conçu pour faire du vol immersif et vraiment conçu pour faire du vol très, très dynamique. Et il le fait très bien, mais ça va s'arrêter là. Alors par rapport à un Racer Quad qu'on aura assemblé soi-même, je dirais que mon premier sentiment, c'est qu'avec le DJI FPV, on a un petit peu moins envie de prendre des risques, sachant que la casse, elle fait partie intégrante de l'activité. Et puis quand on casse un quad ou qu'on atterrit un peu durement, on a tout ce qu'il faut pour le réparer. Et là, avec le DJI FPV, j'ai trouvé qu'on avait envie de prendre plus de marge, parce que même si on peut trouver des sous-ensembles en pièces de rechange, la casse, elle va coûter vite très très cher. Donc il y a aussi cette différence à avoir en tête. Alors toujours par rapport au Racer Quad, ce qu'amène le DJI FPV par rapport à un Racer Quad fait sur mesure, le DJI FPV il profite de tout le savoir-faire de DJI et de certaines fonctions qui ont été ramenées dans le monde du Racer FPV qui sont vraiment bien pratiques et bien confortables. Alors le retour home, ça existe déjà dans le monde du Racer, mais pas avec la précision qu'on atteint ici. Donc ça c'est très confortable. Après on a la nacelle, on a la caméra qui va s'orienter en tilt automatiquement. Alors ça existait sur certains Racer Quad, mais peut-être pas avec la même qualité qu'ici. Et puis ce qui est également intéressant, ce sont ces fonctions d'arrêt d'urgence d'une certaine manière. C'est en cas de panique, il suffit d'appuyer sur un bouton et le Racer il va se stabiliser et s'immobiliser. Et ça permet de certainement le sauver dans de nombreux cas. Alors déjà en termes de budget par rapport à un Racer Quad qu'on assemblerait soi-même, je dirais là c'est à peu près cohérent dans la mesure où on prendra une configuration plutôt haut de gamme avec du numérique et pas de l'analogique. Par contre il faudra bien regarder aussi l'aspect des pièces de rechange et des consommables parce que là c'est pas du tout le même tarif. Une batterie là elle coûte à peu près 150 €. Une 6S en 2000 mAh, c'est à peu près 3 fois moins que ça pour un Racer Quad. Voilà, mais si le budget est une contrainte forte, il y a moyen de s'en tirer pour moins cher, pour débuter, avec toutes les contraintes que ça implique.
Donc la caméra, c'est le traditionnel capteur 12 mégapixels 1 sur 2,3 pouces, donc c'est un petit capteur. Il offre des bonnes performances cohérentes avec cette taille de capteur. Il ne faudra pas en demander trop. C'est du capteur qui aime le beau temps, parce que sinon ça donne pas des choses formidables. Et si on compare avec un Mavic 2 Pro, on voit que la différence est très nette. Donc c'est un petit capteur, hein, c'est la même taille de capteur qu'un Mini 2. Donc la caméra elle est capable de filmer à 60 images par seconde, alors ça c'est assez nécessaire vu la dynamique qu'on va voir dans les plans. Les couleurs sont codées sur 8 bits, hein, sans surprise, y compris en dessiné like. Alors le dessiné like qui est un profil de couleur un peu plus plat qui va donner plus de latitude derrière en retouche, je le trouve salement bruité en basse lumière. Donc il y aura pas mal de travail dessus pour en faire quelque chose de propre. La caméra elle est stabilisée numériquement, ce qui fait qu'on a l'image qui va se promener dans le capteur pour amener un semblant de stabilisation. Donc ça marche assez bien. C'est un savoir-faire que DJI a déjà démontré sur l'Osmo Action. Donc le field of view, j'en ai parlé, il est assez large, c'est 150 degrés, donc ça c'est important pour justement fournir l'immersion au pilote et voir le plus grand possible. Avec un FOV de 150 degrés, ça donne aussi une impression de vitesse dans l'image, donc ça c'est intéressant. En termes de colorimétrie, les bleus sont assez bien restitués, un petit peu forcés, mais c'est l'idée d'avoir une image un petit peu séduisante. En revanche, les verts, ils sont un peu ternes, un peu grisâtres, pas très jolis. Et puis globalement, sur la colorimétrie, on est, je trouve, un peu moins bon que ce que fait GoPro. J'ai comparé avec une Hero 7 et elle s'en tire un petit peu mieux. Par rapport au réglage, c'est un petit peu le dilemme entre je reste en automatique ou je passe en manuel. Il y a des inconvénients dans les deux cas. Déjà, si on reste en automatique, on ne va pas pouvoir utiliser les filtres ND parce que les filtres ND, ils vont faire monter les ISO et ils ne vont pas nous baisser le shutter. Donc déjà, si on veut mettre des filtres ND, il faut passer en manuel. Et puis le problème de passer en manuel sur ce type de vidéo, sur ce type de machine, c'est que sur un long plan séquence, on va forcément avoir beaucoup de variations de lumière. Et donc il se peut qu'on ait une partie de notre vidéo qui ne soit pas beaucoup exploitable parce qu'on est complètement dans le noir, et puis une autre partie où le ciel il est tout cramé. Donc soit on maîtrise un petit peu la lumière de bout en bout de notre plan et on peut passer en manuel, utiliser des filtres ND, soit on est un petit peu condamné à utiliser le mode automatique, et puis à ce moment-là, le filtre ND ne sera pas utilisable. Donc comme je disais, cette caméra elle aime bien le beau temps. En basse lumière, c'est pas formidable. C'est sûr que c'est pas un capteur d'1 pouce comme sur le Mavic 2 Pro. Donc là, pas de surprise, mais faut pas lui en demander trop non plus, hein. Ça reste un tout petit capteur. La radiocommande donc, nous montre bien que c'est un produit qui s'adresse au monde du loisir. C'est tout à fait l'ergonomie qu'on retrouve sur les consoles de jeu. Ceci dit, elle est assez sympa, on a vraiment tous les boutons sous la main. Et puis par exemple, le bouton stop, si on se fait un petit peu peur en vol, il est très facile à actionner. Il y a un ensemble aussi de boutons personnalisables. Après, sur le manche des gaz, on va pouvoir enlever le ressort pour qu'il n'y ait pas de retour au neutre automatique. Alors moi, attention, moi je suis en mode 1, donc c'est pour ça que j'ai les gaz à droite, hein. Ensuite, moi je pilote en mode pupitre, donc là je suis obligé de passer en mode pouce. Bon, c'est pas trop gênant, mais je trouve qu'on perd un peu en précision de piloter au pouce. Je dirais, à part le look qui fait vraiment loisir, ça va pas véhiculer une image très professionnelle de faire des trucs avec ça, mais c'est pas le but, hein. À part ça, je dirais que c'est du bon plastique, c'est agréable au toucher, c'est pas trop lourd. Selon les morphologies de visage, il va plus ou moins bien s'adapter. Alors moi, c'est pas parfait, j'ai un petit jour en dessous, mais finalement c'est pas gênant, donc c'est pas bien grave. Ensuite, c'est assez léger.
par rapport au DJI Goggle qu'on a connu avant, c'est assez léger, donc moi j'aime bien parce que quand on passe quelques séances de vol avec quelque chose de lourd sur la tête, je trouve pas ça agréable. C'est léger et c'est bien que la batterie soit pas intégrée, je trouve. D'une part, ça permet de l'alléger puis de la mettre ailleurs, et puis d'autre part, ça vous permet aussi d'utiliser d'autres batteries, du moment qu'on a le bon jack ici, d'autres batteries que celles fournies par DJI. Le masque il reçoit un signal numérique, hein, c'est pas de l'analogique. L'intérêt c'est d'avoir une définition bien meilleure. Le petit inconvénient c'est la latence, parce que là le signal vidéo il faut l'encoder, l'envoyer, le décoder dans le masque et puis le restituer. L'image qui arrive dans le masque elle n'est pas stabilisée, et ça c'est normal parce que s'il fallait passer par le traitement de stabilisation, ça augmenterait le temps de latence entre la captation de l'image et ce qui arrive dans les lunettes. C'est pas ce qu'on recherche, hein, la latence. Et puis aussi ça permet au passage de bien percevoir tous les mouvements de l'appareil en l'air, ce qui est un point fort. Donc on peut enregistrer ce qu'on reçoit sur une micro SD. Ça n'a pas vraiment d'intérêt vu que la qualité elle est moins bonne que ce qui est enregistré sur la carte SD de l'appareil. Si ce n'est que ça pourrait dans certains cas permettre, en cas de perte de l'appareil, de se refaire le film et puis de le retrouver. Ici on a un port USB-C qui va permettre la connexion du téléphone, du smartphone, pour enregistrer l'appareil et puis également pour faire tout ce qui est mis à jour. Au passage, avec cette USB-C, on peut projeter l'image sur le smartphone ou même sur un iPad, ce qui permettrait à une personne à côté de vous de profiter du spectacle. Je me suis posé la question à qui s'adresse cette machine. Alors les pilotes chevronnés qui font déjà du racer quad, qui trouvent du plaisir à monter leur machine, à la régler et qui ont des exigences très précises sur l'ensemble des composants, c'est clairement pas pour eux, et d'ailleurs je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de mon avis pour ça. Ensuite je pense aux vidéastes qui ont déjà du matériel, qui font déjà de la prise de vue aérienne et qui cherchent un outil qui leur permet de produire des choses beaucoup plus dynamiques. Ça peut être intéressant pour eux à condition d'avoir en tête qu'il faudra investir du temps dans l'apprentissage du pilotage, parce que si c'est pour l'utiliser en mode sport, ça n'apportera pas grand chose. Donc c'est vraiment une machine pour en exploiter le potentiel, en tirer toute la valeur. Ça veut dire je prends le temps d'apprendre à piloter en mode manuel, en mode accro, et là je vais pouvoir en faire quelque chose. Donc ça il faut avoir en tête, parce que si on n'a déjà pas le temps aujourd'hui, c'est pas évident qu'on l'ait plus demain. Ensuite, pour le pilote loisir, je dirais qu'il faut être vraiment bien sûr de sa passion, de son envie, parce que ça va demander beaucoup d'efforts avant d'arriver à un très haut niveau de pilotage. Donc là je suis un peu partagé et je me demande si le pilote loisir, pour être bien sûr de son goût pour la discipline, il ferait pas mieux de passer par les étapes un peu ingrates de fabriquer sa machine soi-même et d'en tirer une certaine gratification justement avant d'investir un gros budget dans ce produit, parce qu'il risque de finir au placard et de prendre la poussière. Je vais maintenant conclure avec les points faibles et les forces de ce produit. Alors le premier point faible, il est assez subjectif. Je trouve que le design global aurait pu être un peu plus orienté pour les professionnels. Je pense en particulier à la radiocommande comparé à un émetteur qui fait plus sérieux. Ensuite, le deuxième point à avoir en tête, c'est qu'on aura un peu plus peur de la casse et qu'on va prendre un peu plus de marge avec ce produit vu le prix des sous-ensembles, et de fait on va pas forcément en tirer tout le potentiel. Enfin, le troisième point, qui est une petite déception par rapport à la caméra, j'aurais aimé avoir une bonne surprise, même si les performances sont très correctes quand les conditions sont bonnes, elles ne surpassent pas une bonne GoPro. Cependant, ces faiblesses sont compensées par les forces du produit, qui est techniquement d'une qualité irréprochable, tant du point de vue de la finition du produit que de l'intégration. Tous les éléments fonctionnent très bien ensemble, il n'y a pas de crainte d'arriver sur le terrain et d'avoir des galères techniques à gérer. On peut compter sur la disponibilité de la machine. Ensuite, ce produit a également été très bien conçu sur le plan ergonomique, la navigation dans les menus est vite maîtrisée,
Les boutons sont intelligemment implantés sur la radiocommande et clairement plus faciles à retenir que sur un émetteur hérissé de switch. Enfin, pour moi, l'atout principal de cette solution, c'est la fonction panique qui permet de se libérer du stress en cas de perte de contrôle pour les pilotes moins aguerris et de se lancer dans l'apprentissage du mode manuel à condition de voler à bonne hauteur, bien entendu. Je cite aussi la disponibilité d'un simulateur de vol qu'on peut installer sur son smartphone, limité à iOS. Pour l'instant, son intérêt est d'utiliser les composants du produit, la radiocommande et le masque, bien que le réalisme du comportement vol soit perfectible. Ceci conclut cette revue sur le DJI FPV. J'espère que ça vous donnera quelques éléments complémentaires pour faire votre propre avis sur cette machine et que ça vous aidera à vous décider sur la question de ce que peut apporter un tel produit et à quels besoins il répond. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone.